Bonjour et bienvenue donc au petit webinaire du 26 mars 2019. Alors, ce petit webinaire-là a donc lieu une fois par mois et il a pour objectif de répondre aux diverses questions que vous pourriez avoir concernant la pratique de la pleine conscience intuitive ou de l'écoute imaginaire, comme vous le souhaitez. Et vous n'avez pas de son. OK. Ah, excusez-moi. Un instant, je sais pourquoi. Oui, maintenant vous m'entendez sans doute. Alors, bonjour et bonsoir, donc au petit webinaire du 26 mars 2019. Alors, comme toujours, une fois par mois, je donne un petit rendez-vous pour les gens qui auraient envie de poser des questions ou qui auraient des difficultés dans la pratique qu'ils pourraient avoir. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui, selon les formations à laquelle vous êtes inscrits, il y a des mini-consultations. Donc, je précise, là, parce que les mini-consultations, c'est des occasions quand même assez spéciales pour vous de pouvoir faire une rencontre avec moi par Skype, par téléphone, prendre une demi-heure pour évaluer ce que vous en êtes de votre vie, à partir des techniques, de vous conseiller aussi autour des techniques que vous êtes en train d'expérimenter. Donc, pour ceux qui ont envie d'en bénéficier, bien évidemment, vous avez qu'à regarder, bon, qu'est-ce qui vous a été proposé dans le forfait que vous avez, si vous en avez, et puis évidemment, prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse, que je puisse donc cheminer avec vous à ce niveau-là, puisque c'est ça l'intérêt de ces propositions-là. Donc, ça, c'est une première chose. Si vous avez des questions, les personnes qui sont présentes dans la salle, si vous avez des questions sur la pratique, j'aimerais que vous puissiez simplement les noter dans le chat. Et puis moi, à ce moment-là, je pourrais y répondre à mesure que le webinaire va pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas, hein. Toute question, toute interrogation, toute est valable. Évidemment, moi, mon rôle, c'est donc de vous accompagner dans votre pratique. Alors, toutes les questions que vous pouvez avoir, il n'y a pas de mauvaises questions, en fin de compte. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Moi, j'avais peut-être envie de vous partager quelque chose parce que j'ai vécu quelque chose récemment qui a été intéressant pour moi et qui amène peut-être une réflexion pour vous. En tout cas, je ne sais pas, je vais vous le partager parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant beaucoup d'années dans ma vie. C'est que moi, ça fait quand même plus de 25 ans, vous savez, que je fais des pratiques intuitives. Donc, j'ai eu plusieurs milliers de personnes que j'ai rencontrées et avec lesquelles j'ai donc pu percevoir des choses dans leur propre champ énergétique. Alors, ça fait de moi quelqu'un qui a donc vu toutes sortes de situations. Des situations, bon, des gens qui ont des problèmes de santé physique, des gens qui ont des troubles, des perturbations énergétiques, hein, des situations de déséquilibre dans leur énergie, des gens qui ont des problèmes émotionnels, des problèmes mentaux, donc des perturbations qui allaient jusqu'à la psychiatrie, hein, des gens que j'ai rencontré, des gens qui ont des problèmes psychiatriques également. Et puis j'ai eu évidemment aussi des personnes qui se disaient possédées, ou des cas de maison hantée, ou des cas de phénomènes paranormaux. Ça m'était même arrivé assez souvent. Puis des gens aussi qui ont des problèmes d'ordre plus spirituel, ou en liaison avec des mémoires d'autres vies, des choses comme ça, ou des mémoires familiales. Donc, j'ai eu plusieurs types de consultations, de rencontres que j'ai eues tout au long de ma carrière. Puis récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a. Quelqu'un, moi, je ne la connaissais pas, cette personne-là, et un thérapeute m'a référé cette cliente-là, qui était une personne qui avait donc des problèmes que l'on disait de possession. Elle était de possession, elle était en psychiatrie. Elle avait donc vraiment un comportement destructif envers elle-même. Et puis il y avait son homme, son mari, son compagnon qui l'accompagnait et qui essayait donc de l'aider dans la mesure du possible. Et puis c'est lui qui m'a contacté en me disant qu'une spécialiste du travail sur les guides spirituels me référait parce que ce cas-là était un cas qu'elle pouvait pas, à laquelle elle ne pouvait pas faire face. Et puis, j'ai donc fait la consultation avec cette personne-là. Et puis, en fin de compte, donc c'était une femme. Et puis, c'est une femme qui avait donc des problématiques de comportement, c'est-à-dire qu'elle avait des comportements involontaires. C'est-à-dire que, par exemple, un bras pouvait prendre un couteau et elle attendait une voix qui lui disait, mais prends le couteau puis tue-toi, par exemple. Vous voyez, alors c'était des choses comme ça. Alors, elle avait une espèce de non-contrôle de ses mouvements parce que justement, cette voix intérieure-là semblait posséder son être. Et je vous parle de ça parce que, évidemment, quand on me parle de situation d'entité, de possession, c'est toujours quelque chose, donc, dans l'histoire
dans l'histoire humaine, hein, la possession est toujours associée à quelque chose de toujours sombre, noir, attention, fais attention, c'est méchant. D'ailleurs, elle était voir un magnétiseur, cette femme-là, et le magnétiseur lui avait dit, écoute, je ne peux pas t'aider parce que l'énergie qui est en toi est plus forte que moi, puis moi, si je me mets à me battre contre elle, je risque d'en avoir les conséquences encore plus importantes. Donc, je préfère ne pas pouvoir t'aider. Alors, vous voyez que tout ce genre de phénomènes-là, quelque part, c'est des phénomènes qui vont dans le même sens de la notion d'entité. Il y a une méchante entité qui veut manger, à quelque part, la personne qui est possédée. Et puis, finalement, le seul moyen, c'est de trouver quelqu'un. Mais elle, cette personne-là, il s'avérait que ça faisait 3 ans, je pense, qu'elle avait fait plein de consultations avec plein de médiums, plein de diverses personnes pour pouvoir faire un travail d'exorcisme, en fin de compte. Et l'exorcisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne, elle arrive, on lui enlève l'entité, et puis bingo, c'est fini. Elle est maintenant guérie, etc. Alors, toute une espèce de façon de penser, de façon de réfléchir autour des phénomènes de possession qui sont très, très naïfs, je dirais, très naïfs. Et là, cette personne, elle vient me voir. euh, Elle ne vient pas me voir physiquement puisque je l'ai eu par le biais donc de Skype. Et puis donc, je commence la consultation et puis ce que je perçois sur cette personne-là, en faisant une histoire très courte, là, ce que je perçois globalement, c'est que c'est une personne qui a une énergie très faible. Donc, en ayant une énergie très faible, elle n'a pas une densité qui est très forte, elle n'a pas une solidité intérieure très, très grande. Et elle a donc, tout au long de sa vie, un grand questionnement identitaire. Avant même de parler de possession, au niveau de sa structure psychologique, elle a un grand questionnement identitaire. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui elle est vraiment. Alors, toute sa jeunesse, on lui a demandé, on lui a imposé d'être quelqu'un. On lui a demandé d'être une personne qui devait être de telle façon. Elle a donc dû se conformer pour être aimée des parents, à se conformer à l'image qu'elle voulait, que ses parents voulaient manifester. Puis, évidemment, la loi de l'attraction a fait qu'elle s'est retrouvée avec un homme qui avait un peu cette même volonté qu'elle se conforme à ce que lui voulait. Et puis, les réactions qu'elle manifestait, selon moi, hein, c'était des réactions, puis elle m'a confirmé tout au long de la consultation, elle m'a confirmé tout ce que je lui disais. Euh, pour moi, c'est tout en liaison avec le phénomène que son densité est très faible et son désir à elle, au fond d'elle, c'est de dire, j'ai envie que l'on m'aime tel que je suis. Et aimer quelqu'un tel que l'on, se faire aimer tel que l'on est, c'est de se mettre dans une position où on s'ouvre à quelqu'un, puis on dit, ben, ouvre tes bras, puis aime-moi tel que je suis. Mais comme cette femme-là, elle avait le sentiment depuis sa jeune enfance qu'elle n'avait pas le droit d'être qui elle était, ben, le seul moyen pour elle d'exprimer, à quelque part, qui elle était, c'était d'une certaine façon de passer par un mouvement quelque part involontaire. Le mouvement involontaire, c'était cette espèce d'impression d'entité qui pouvait prendre possession, pouvait lui faire du mal. Parce que cette idée de lui faire du mal venait d'où? Elle venait depuis son enfance avec l'impression qu'elle n'avait pas le droit d'être elle-même, que son compagnon actuel avait peut-être aussi tendance à lui refléter sans en être conscient, qui faisait qu'elle se retrouvait dans une position où elle avait l'impression que le seul droit qu'elle avait pour exister, c'était justement de se dire, ben voilà, j'ai pas le droit d'exister, donc parce qu'à quelque part, j'aurais envie d'être moi-même, j'ai pas le droit d'exister, donc à quelque part, il y a une voix en dedans de moi qui prend possession et qui me manifeste donc de la violence envers moi-même. Et puis, à quelque part, mon fantasme ou ma fantaisie, c'est que l'homme que j'aime soit capable de me soutenir, de m'aimer, de m'apprécier tel que je suis pour qu'effectivement j'apprenne à accepter que j'ai le droit de m'aimer, puis j'ai pu à quelque part accepter que ces forces-là viennent me rappeler quelque part que j'ai pas le droit, parce que ces forces-là, elles viennent d'où? Elles viennent d'une construction psychique de cette femme-là qui s'est construite tout au long de sa vie et qui lui a fait croire qu'elle n'avait pas le droit d'être elle-même. Donc, comme son identité est faible, cette énergie qui est en l'état d'elle-même, ben, elle vient lui rappeler quelque part qu'elle n'a pas le droit d'exister. Alors, c'est ça un peu le processus qui était là. Puis malheureusement, bon, je vous raconte cette histoire-là parce que, vous voyez, cette personne-là, ça faisait des années qu'elle allait voir des gens, puis personne ne trouvait des solutions, personne n'arrivait à lui dire c'est quoi le problème. Personne ne comprenait c'était quoi son problème. Et puis finalement, dans la consultation d'une heure, j'ai pu lui expliquer vraiment très clairement qu'est-ce qu'il en était. Et puis finalement, bon, le processus qui était essentiel pour mettre en place la guérison. Alors, c'est sûr que ça ne s'est pas fait, que la guérison allait passer en une consultation, mais ça allait se faire à travers une démarche, un processus thérapeutique qu'elle devait entreprendre. Et puis, évidemment, la consultation ben, consistait surtout à donner comme un genre de plan d'action autour de ça. Et puis, finalement, cette situation-là a fait que moi, comme cette personne-là, c'est un peu comme une urgence, ça a été fait un peu, j'étais un peu naïf là-dedans. Et puis, finalement, cette personne-là, bon, elle a
j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, elle m'a pas payé non plus. Je vous raconte ça parce que, vous voyez, c'est comme une situation, c'est pas que le fait qu'elle m'a pas payé, c'est pas dramatique, mais je constate que c'était l'homme qui m'avait contacté et non pas la femme. La femme était dans le besoin, était dans la demande, mais l'homme, qui est son mari, c'est lui qui m'a contacté. Et sans doute que tout ce que j'ai pu lui dire a pu déranger sa dynamique, sa relation avec ses croyances, sa relation avec sa femme sans doute aussi, et a fait, bon, que j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis ce temps-là. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'en même temps, j'étais le seul à travers les années qui a pu lui donner des réponses claires, nettes et précises par rapport à une dynamique, et la femme en question m'a confirmé tout au long de la consultation. Puis en même temps, en échange de ça, bien évidemment, cette personne-là, vous voyez, ne me donne pas la reconnaissance. Hein, la reconnaissance, c'est le paiement euh, de la chose, alors que j'étais le seul à lui donner des réponses. Alors, je voulais vous aborder ce sujet-là parce que, vous voyez, c'est que dans la démarche, dans une démarche intuitive, cette notion, les croyances sont des éléments très, très importants. Et que si quelqu'un a des convictions au niveau de ses croyances qui font que lui est convaincu, par exemple, qu'il existe des entités, puis que cette personne c'est sûr qu'elle est possédée par une entité, puis qu'il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir la libérer d'une entité, ben, quelque part, on est dans une position à ce moment-là où on arrive avec un regard finalement qui est très, qui peut être différent, mais un regard qui donne des réponses, qui explique des choses, qui permet d'entreprendre un chemin, une voie, et plutôt que de reconnaître ça, plutôt que de valoriser ça, ben on va le mettre de côté en se disant, ben non, cette personne-là, elle ne me donne pas des informations qui vont dans le sens de mes croyances. Alors que sa femme, elle venait de sortir de la psychiatrie, elle avait été internée justement plus récemment, parce que justement, elle avait eu encore ces comportements-là de violence envers elle-même. Et que c'est évident pour moi que cette femme-là, ce qu'elle recherche, c'est de l'amour de son mari. Et que l'amour de son mari, ben, quelque part, c'est de l'acceptation, c'est de l'encadrement, un soutien. Évidemment, elle lui donnait, cet homme-là lui donnait un soutien, mais un soutien qui se manifestait à travers des croyances où, à quelque part, cette femme-là ne pouvait pas être elle-même parce que, justement, lui avait des convictions, une façon de fonctionner qui l'amenait à une certaine forme de rigidité qui faisait que cette femme-là ne pouvait pas s'exprimer comme telle. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour, sans vous donner comme des grandes réflexions là-dessus, mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu souvent, cette notion de croyance. Les croyances sont très fortes dans le monde spirituel, dans le monde énergétique, dans le monde humain, en fin de compte. Et à quelque part, quand on vient en désaccord avec les croyances qu'on pourrait dire normales, les croyances normales, c'est que les entités sont négatives souvent, etc., ben finalement, on vient comme déranger les gens. On vient les déranger. Et moi, quand j'ai voulu mettre en place l'écoute imaginaire, quand j'ai mis en place la pleine conscience intuitive, j'ai vraiment voulu, à quelque part, mettre en place l'idée d'une science. Alors, évidemment, je suis bien conscient que ce n'est pas une science que j'ai mis en place, hein, mais l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de plutôt que de partir sur des principes théoriques, de dire, par exemple, selon la croyance que les entités sont négatives, ça, c'est une croyance. Hein, c'est pas vrai. Est-ce que je l'ai vérifié? Non, c'est une croyance. On m'a dit ça et je l'ai acheté. Et parce que je l'ai acheté, mais je le dis. Alors, vous voyez que ça, c'est une croyance. Alors que quand on est dans le processus de pleine conscience intuitive, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de vous dire, expérimentez, allez vérifier, ne restez pas dans des croyances limitatives ou des croyances tout simplement qui sont basées sur le fait que des gens vous disent des choses. Parce que si vous restez à ce niveau-là, votre développement de l'intuition ne pourra pas se développer. C'est pour ça que c'est important d'aller expérimenter et de vérifier qu'est-ce qu'on observe. Et c'est ça que je vous ai enseigné beaucoup à travers le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. C'est cette capacité que vous avez de cette façon-là de ne pas rester sur des impressions, de ne pas rester sur des croyances, mais de chercher justement à développer une forme de vérité, votre vérité. Alors moi, je ne dis pas que cette personne-là, face à cette personne-là, j'avais une vérité, mais je peux dire certainement que j'avais, en tout cas, identifié des confirmations. Cette personne a pu me confirmer des choses. Donc, on avait entre nos mains un, une zone de partage dans l'information intuitive, ce qui est très important, parce que moi, si je suis un thérapeute et que je donne de l'information intuitive à une personne et que cette personne-là ne partage pas ce que moi je perçois, ben à ce moment-là, on est dans une situation un peu conflictuelle, un peu problématique. Alors, quand il y a une zone de partage, ben, ça permet à deux êtres humains de pouvoir partager de l'information et une forme de reconnaissance mutuelle peut s'effectuer. Donc, voilà. Alors, ça que j'avais peut-être envie de vous dire, de vous témoigner, excusez-moi, j'avais oublié de baisser ma sonnerie. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai dit? Et évidemment, comme c'est un webinaire qui a pour objectif de répondre à des questions que vous pouvez avoir, bien évidemment, profitez-en là. Puisque tu en parles, que penses-tu des personnes qui sont persuadées qu'elles ont le mauvais œil ou qu'elles sont maudites? Ah oui, c'est un autre élément intéressant. Ben moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens aussi qui se disaient envoûtés.
hein, que ce soit envoûté par quelqu'un, par exemple. Le mauvais œil, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, c'est un peu comme un sort qui a été lancé. Hein. Euh, ce que j'ai tendance à dire à ce niveau-là, c'est que bien sûr que deux êtres humains qui se rencontrent peuvent avoir une résonance, et cette résonance-là va faire que justement deux êtres humains qui résonnent ensemble ben, vont entraîner donc une situation de problème. Un problème, c'est-à-dire que si moi je te dis à quelque part que je vais te lancer un sort, puis que l'autre personne résonne avec ça, puis qu'elle a peur, ben c'est certain qu'elle est en train de se programmer à quelque part un sort qu'on lui a donné. Je vous rappelle l'effet placebo. L'effet placebo est très intéressant parce qu'on a découvert que l'effet placebo, c'est que, par exemple, moi, si je prends un médicament que je prends, il y a un effet physiologique qui va en résulter parce qu'on a démontré que dans ce comprimé-là, il y a des composantes biochimiques qui vont faire que ça va avoir une influence sur le corps humain. Maintenant, si je prends un bonbon de sucre qui n'a aucune composante biochimique, mais que je suis convaincu que ce bonbon de sucre-là est un médicament qui a un aspect physiologique de tel ordre, ben, je vais le prendre puis je vais aller chercher un effet objectivable dans mon propre corps, comme quoi mon corps va se modifier parce que j'ai pris ce bonbon de sucre-là en croyant qu'il était donc un bonbon, un médicament. Alors, c'est intéressant de se rappeler qu'on a déjà 35 à peu près de l'effet placebo, juste à 35 de l'effet thérapeutique de médicaments. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'évidemment, si on pense à un effet quelque part comme un effet d'envoûtement ou mauvais œil, qui sont reliés donc à des convictions qu'on a, ben, ces convictions-là, au niveau de l'effet placebo, vont jouer sur 30 à 35 contre nous. C'est-à-dire qu'on va être convaincus, nous, qu'il y a un mauvais œil qui nous empêche d'être heureux, etc., qui nous empêche de pouvoir faire ce qu'on a à faire, etc. Et on va lui attribuer, évidemment, ce mauvais œil-là, plein d'événements de notre vie, puis ça va nous amener progressivement à devenir une victime, à devenir de moins en moins capable, de se faire de moins en moins confiance dans une démarche de vie, etc. Alors, évidemment, là, ce que je suis en train de dire, c'est une explication, mais je vous faire comprendre que quand une personne vient vous voir avec le mauvais œil ou qu'elle est maudite, ben, allez voir. Prenez le temps objectivement d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans son propre champ énergétique. Ne partez pas sur des idées comme ce que je viens de vous donner. Mais moi, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est qu'en général, ces gens-là, quelque part, ont effectivement ont donc donné un pouvoir à des gens. Et en donnant du pouvoir des gens, ben effectivement, ces gens-là ont eu un impact sur eux dans un contexte d'effet placebo. Hein. Ils ont eu un contexte sur eux. Et ça peut être, quand je dis un contexte d'effet placebo, c'est que je veux dire qu'il y a une résonance entre deux êtres humains. Si cette personne-là dit à l'autre, je vais te lancer un sort, et que je fais tout hein, je lui fais comprendre que le sort a été jeté, etc., l'autre personne va donc avoir inévitablement un impact aussi. Un impact dans le sens que si moi je lui dis je lui lance un sort, puis l'autre personne résonne avec ça, bien inévitablement, il y a quelque chose qui se programme. Il y a inévitablement quelque chose qui m'amène à me sentir quelque part, donc, en lien avec cette autre personne-là. Et là, je vais regarder ma vie, puis j'ai attribué les événements de ma vie en harmonie avec ça. Je vais être convaincu, moi, que cette personne m'a lancé un sort. Donc, vous voyez que la façon que je vais regarder la réalité va m'amener à construire une réalité en accord avec l'idée que j'ai eu un sort. Et c'est pour ça que dans une démarche de pleine conscience intuitive, c'est très important, je le rappelle, hein, de chercher toujours à vérifier. Hein, quelqu'un me dit quelque chose, hein, moi je suis possédé, moi on m'a lancé un sort, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi je suis malade. Alors évidemment, dans la pleine conscience intuitive, si on s'arrête à ce que les gens nous disent, on devient quelque part, on est en train de leur confirmer, de confirmer ce qu'ils nous ont dit. Par exemple, je suis malade. Bien sûr que tu es malade. Si un médecin t'a donné un diagnostic et que tu es malade, tu es malade. Moi, je n'ai pas besoin de te répéter que tu es malade. Moi, qui va m'intéresser dans la démarche intuitive, c'est de regarder le potentiel santé qui est en toi et de quelle façon que tu peux quitter l'état de maladie pour renouer contact avec l'état de santé. Donc, vous comprenez que la position d'un thérapeute intuitif n'est pas de répéter ce que notre client va nous dire, mais de chercher justement à poser un regard sur sa propre réalité d'un point de vue intuitif pour l'amener dans dans un regard qui va être celui que nous, on va avoir sur la réalité. Donc, cette façon de travailler est intéressante parce que ça nous amène à pouvoir donc aider un partenaire dans un sens où on lui apporte justement un regard peut-être plus riche, hein, parce qu'on est en train de lui apporter un regard qui n'est pas en accord avec ses convictions, ses croyances, le regard qu'il porte sur sa réalité, mais que nous, on va lui apporter un regard qui va le déplacer sa conscience et qui va peut-être l'amener effectivement à entreprendre une démarche qui sera beaucoup plus riche à ce moment-là. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à répondre par rapport à la question concernant les mauvais œils et ce type d'expérience-là. Est-ce qu'il y aurait des questions maintenant que vous auriez posées par rapport à tout ça?
sur ça, sur ce que la question qui a été posée, mais aussi sur la pratique, puisque les webinaires ont pour objectif donc de répondre aux questions concernant la pratique. Alors, la pratique, vous savez que le décodage intuitif, déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins, et que ces trois techniques-là de base vont s'appliquer dans plusieurs niveaux différents d'enseignement tout au long des formations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, l'idée ici, c'est d'élargir votre point de vue. Alors, si vous êtes resté accroché à des points de vue, ben quelque part, ces points de vue-là ne vont pas vous permettre d'être intuitif. Donc, pour être capable de développer l'intuition, il faut bien comprendre que le décodage, déprogrammation et soins doivent s'appliquer dans toutes les applications de la vie. L'alimentation, hein, il y a un module qui s'appelle l'alimentation intuitive. On va apprendre à développer décodage, déprogrammation et soins pour apprendre à reconnaître la qualité énergétique des aliments, des remèdes, etc., pour mieux gérer ça. Il y en a un autre sur l'équipe d'un lieu, donc la maison, comment je peux équilibrer une maison en tenant compte de ma démarche intuitive. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'applications qui peuvent être faites, qui vont faire que notre champ de conscience va s'élargir. Et plus mon champ de conscience s'élargit, plus je suis capable, de ce moment-là, de faire confiance au processus intuitif et de devenir justement un intuitif. Moins je fais confiance au processus intuitif, plus, par exemple, je me contente de lire des livres, par exemple, et de reconnaître que ces livres-là ont une justesse et de m'arrêter là. Puis, ça veut donc dire que mon intuition ne pourra pas se développer à quelque part, parce que l'intuition n'est pas un langage arrêté qu'on a reconnu dans des livres. Un livre peut être inspirant, peut m'apporter des réponses, peut élargir, m'aider à élargir un certain point de vue. Sauf que dans une démarche intuitive, le livre, on doit le mettre de côté pour accéder à un langage vivant qui est l'intuition. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, bien important à comprendre, je dirais, à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait des questions sur différents sujets, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez? Donc, l'idée, c'est ça, c'est que l'application, dans chacun des modules d'enseignement qui sont proposés, vous allez toujours voir qu'il y a des applications qui sont proposées qui sont différentes pour justement vous sortir de votre habitude, de vous sortir d'une forme de routine qui pourrait se développer. Oui, je comprends. Et l'impact des placebos. Est-ce que lorsque l'on commence ce processus, est-ce qu'on parfois, as-tu remarqué qu'il puisse avoir des blocages dans sa vie ou c'est une idée? Là, tu parles de la personne qui a le mauvais œil, là, c'est ça que tu veux, que tu veux me parler? Et est-ce que j'ai remarqué qu'il puisse avoir des blocages dans sa vie? Bien sûr, bien sûr. Les blocages chez A de toi. Donc, si je comprends bien ta question, c'est que tu pourrais avoir des blocages. Bien sûr que tant une personne qui aurait un mauvais œil, par exemple, on va prendre cet exemple-là, qu'une personne qui ferait une démarche intuitive tout au long de son processus de cheminement, bien sûr qu'il va y avoir des blocages qui vont se manifester. Qu'est-ce qu'on fait avec les blocages? Bon, on est témoin des blocages. On prend le temps de faire des codages, des programmations, soins. Et les soins, évidemment, vous savez que dans les enseignements, les soins sont au pluriel. Il y a les techniques de l'accueil ou de réunification, les techniques sur les soins des chakras, des organes, des systèmes, des subpersonnalités, psychoénergétiques, des voyages dans le passé, présent et futur. On apprend à faire plein d'interactions avec le monde énergétique et subtil pour être capable justement de pouvoir élargir notre point de vue. Donc, quand on parle d'un blocage, mais évidemment, un blocage, qu'est-ce que c'est? C'est un état. Un état, quelque part, qu'il faut identifier en soi. J'ai un blocage, X, Y, Z. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais donc travailler. Alors, la meilleure façon de travailler avec le blocage, c'est de le mettre sur un écran, par exemple, où on va chercher à refléter l'expression de nous-mêmes globalement dans cet état de blocage-là, qu'on va prendre le temps de décrire. On va prendre le temps ensuite de questionner cette perception-là de nous-mêmes, de déprogrammer, de soigner. C'est comme ça qu'on va arriver à des meilleurs résultats, je dirais, par rapport à ça. Mais évidemment, il y a toutes les techniques d'interaction avec l'énergie en question qui vont être intéressantes. Les techniques sur les organes, sur les chakras, par exemple, la technique d'accueil ou de réunification, sont toutes des techniques de base qu'on apprend dans les modules, les premiers modules, et qui sont vraiment des enseignements vraiment fondamentaux, puisque ces enseignements-là de base vont souvent être repris tout au long de l'enseignement. Alors évidemment, il y a d'autres façons de travailler, comme avec l'alignement au guide, au soi supérieur ou communication avec les guides. Les guides peuvent aussi collaborer avec nous pour faire ce type de travail-là. Donc ça aussi, ça va aider à élargir notre point de vue également. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets? Mais tant mieux, tant mieux.
Donc, c'est ça l'idée. Finalement, ton problème trouve sa solution dans le processus intuitif. Tout problème, ben, ça, ça, on pourrait dire ça comme ceci, c'est l'hypothèse de départ. C'est-à-dire que moi, je dis que tout problème trouve sa solution dans le processus intuitif. Maintenant, la façon qu'on va aborder notre problème peut être plus ou moins facile à régler avec la démarche intuitive parce que, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un problème. Je ne sais pas, moi, je suis, je suis timide. Alors, ce que je pourrais dire, bon, ben voilà, je vais demander à mon intuition, qu'est-ce euh, que j'ai un problème de timidité, quand est-ce que ça va se régler? Hein, je pourrais dire ça comme ça. L'intuition pourrait me dire dans 2 ans. Ah, mais merci beaucoup. Alors, vous voyez que ça, c'est une type d'intuition qui ne règle rien. C'est une type d'intuition qui ne fait que me donner une projection dans mon continuum de vie qui me dit dans 2 ans, tout va être réglé. Alors, moi, ça pourrait me rassurer. Et ça, ce que je viens de faire comme référence, ça me fait beaucoup penser évidemment aux intuitifs hein, qui vont parler d'avenir. Hein, moi, j'ai travaillé à un moment donné à faire ce genre de travail-là, au tout début, avant même de commencer ma démarche de guérison, avec Ron Young, le guérisseur. Et qu'est-ce que je constatais? C'est que les gens sont très friands de ce genre de prédictions-là. Ils aiment beaucoup aller voir des gens qui leur donnent des prédictions parce qu'ils vont leur dire, bon, dans 6 mois, il va se passer ça, dans 1 an, il va se passer ça, dans 5 ans, il va se passer ça. Et en faisant cette démarche-là, qu'est-ce que les gens font? Ils font absolument aucune démarche. Ils ne se remettent pas en question, ils ne réfléchissent pas sur leur vie véritablement, ils ne font simplement que de se projeter dans le futur. Donc, ils ne sont pas dans le présent, ils ne règlent pas leurs problèmes dans le présent, puis ils espèrent que le voyant ou l'intuitif a raison parce qu'il dit que dans 2 ans, je vais être guéri de ma timidité. Alors, ils ne sont pas en train de nous dire, mais tu as un problème de timidité, il faudrait que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose pour le régler. Alors, vous voyez, ça, c'est un type d'intuition que je viens de vous parler, qui projette dans le futur. Et pour moi, ce n'est pas une intuition qui va nous amener vers une solution. Il y a d'autres types d'intuitions qui vont nous amener vers le passé. Aller vers le passé, déjà, ça me permet de comprendre que la timidité provient de tel événement de mon passé. Alors, ça ne me donne pas nécessairement ça ne règle pas mon problème, mais ça me donne une compréhension. Alors, la compréhension peut déjà être un élément qui va m'aider à comprendre pourquoi, hein, on pourrait dire, ben, dans ton passé, c'est passé telle chose, c'est pourquoi aujourd'hui que tu es timide. Et dans le processus du continuum temps, tu es en train de cheminer présentement pour apprendre à développer une affirmation plus grande de toi qui va t'amener dans 2 ans à être capable de pouvoir ne plus être timide. Par exemple, vous voyez que là, on parle de quelque chose un peu plus proche d'une solution, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de solution. On ne fait que décrire un processus dans lequel la personne a été ça il y a quelques années, elle est devenue ça aujourd'hui, et dans 2 ans, elle va parvenir à faire une démarche qui va se faire dans 2 ans à pouvoir solutionner son problème. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est une démarche, on déroule quelque chose. La personne, on n'est pas en train de lui dire, tu dois faire quelque chose. On ne fait simplement que de lui dire, de lui décrire un processus et de lui faire comprendre que ce processus-là va l'amener vers une solution. Alors, encore là, on n'est pas tout à fait dans l'idée d'un problème, de tout problème trouve sa solution. On est plus dans un processus d'observation de quelque chose sans demander à notre partenaire de s'impliquer, de s'investir. Alors, c'est sûr que moi, dans la pleine conscience intuitive, moi, j'ai constaté, en fin de compte, à travers les observations que j'ai faites, que les gens, bon, les gens aimaient beaucoup cette notion de irresponsabilité. Ils aiment beaucoup la notion de destin, finalement. Hein, le destin, c'est que, ah, mais tu étais malchanceux, c'est ton destin, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, tu en es rendu là. Puis, à travers ce processus-là de destin, ben, tu vas devoir faire cheminement, tel cheminement, tel cheminement, tel cheminement, tel cheminement pour arriver à tel objectif. Alors, vous voyez que ça nous amène évidemment à une forme d'irresponsabilité. Et cette responsabilité peut être intéressante euh, pour les gens, quelque part, qui n'ont pas envie justement de prendre leur vie en main. Alors maintenant, on peut concevoir que la vie, on peut la prendre en main. Et, tout récemment, on disait que les gènes étaient figés au niveau de notre code génétique. Là, on commence à constater que les gènes bougent. C'est-à-dire que selon les événements de ma vie, selon ma compréhension, selon mon évolution, je peux changer ma structure génétique. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est vraiment, on est en train de révolutionner d'une certaine façon la vision de notre monde, parce qu'on se rend compte qu'on a une responsabilité en tant qu'être humain. Et c'est là, évidemment, que quand on dit tout problème trouve sa solution dans le processus intuitif, c'est qu'on doit comprendre comment on doit l'appliquer, le processus intuitif. Alors, quand moi, je vous propose dans l'enseignement un voyage intuitif en vous, dans lequel je vous propose de faire du décodage, déprogrammation et soins, ce que je suis en train de vous enseigner,
c'est d'une part le décodage intuitif de développer la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance face à quelque chose qui m'anime en moi et qui me dérange présentement. Évidemment, ça peut m'amener vers le passé, ça peut m'amener vers le futur, mais je suis en train de vous enseigner à faire une démarche dans le présent. Et ensuite, évidemment, la déprogrammation de la mémoire cellulaire va me permettre d'interagir avec ce qui est présent pour changer l'état. Et en changeant l'état, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est que je vais amener une transformation dans mon regard de la perception qui va m'amener à découvrir qu'il y a un potentiel évolutif qui est en moi. Et ce potentiel évolutif va m'amener au niveau de mon cerveau à devenir conscient d'une direction que je suis en train de prendre, dans laquelle je suis en train de reconnaître qu'il y a une forme d'évolution qui est en moi, qui est en train de prendre forme. Et les techniques de soins vont consolider le travail qui est effectué en rétablissant les flux énergétiques dans le présent toujours. Donc, c'est là qu'on arrive vraiment à mettre en place quelque chose qui se rapproche plus d'une solution, je dirais. Je le dis chaque fois, mais l'intuition n'est pas forcément instinctive et n'arrive pas toujours. Je veux dire que dans le décodage, je ne vois pas systématiquement quelque chose à décrire et je ne me sens alors pas à ma place, désorienté. Ça, toi, Béatrice, ce que tu dis là, c'est ton expérience d'une part, OK? Je voudrais que tu en sois consciente. Quand tu dis que c'est pas instinctif, je suis totalement d'accord avec toi. On ne parle pas d'instinct dans ce que je viens de te décrire là, mais vraiment pas, d'aucune façon. Même que des gens qui m'écouteraient, beaucoup de gens m'ont déjà dit ça quelque part, que le type d'enseignement que je propose est davantage, à la limite, une intuition, presque dire, on pourrait dire une intuition rationnelle, ce qui n'est pas vrai. C'est une intuition qui tient compte du rationnel, c'est-à-dire qui tient compte des hémisphères droit et gauche du corps. Donc, ils font que les deux hémisphères vont pouvoir synchroniser entre eux. Donc, c'est une intuition qui repose justement sur une réflexion de comprendre les choses, de ne pas rester simplement sur l'idée d'un instinct, justement. Un instinct, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, hein, c'est pas quelque chose qui monte à notre conscient. Donc, l'intuition instinctive, justement, c'est une intuition qui repose sur quelque chose de l'ordre de l'instinct. Je me lève le matin et je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'ai l'impression que je vais passer, que ça ne va pas être une belle journée. Puis effectivement, cet instinct-là se confirme à travers ma journée. Il y a plein de choses. Je savais que ça allait mal aller aujourd'hui. Puis effectivement, j'aurais pas dû prendre cette voie-là. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû prendre telle autre voie. Vous voyez, ça, c'est de l'instinct. C'est comme quelque chose de l'ordre qui vient qui est plus organique. Il y a évidemment d'autres types d'intuition. Je ne vous décrirai pas tous les types d'intuition. Mais il faut comprendre que quand on parle d'une démarche intuitive, la première chose qu'il faut comprendre, c'est quel est mon langage intuitif. Parce que là, il y a des gens qui s'imaginent que tout le monde devrait voir des images, des couleurs. Tout le monde pense que ça doit être comme ça. Non, c'est pas vrai. Il y a certains types de personnes qui vont voir plus facilement des images et des couleurs. OK? Il y a d'autres types de personnes qui vont plus entendre. Ils ne sont pas fous, ils vont juste entendre, ils vont percevoir des voix qui vont leur parler. Alors ça, c'est un type auditif. Et le type sensitif qui, lui, va plus ressentir dans son corps qu'est-ce qui se passe. C'est important de bien comprendre ça parce que ces trois modes de communication-là sont des modes de communication qui, au début de la pratique, vont s'imposer à nous. C'est-à-dire que l'un ou l'autre des trois, plus rarement les deux ou les trois, mais habituellement, il y a un qui va s'imposer à nous, et celui-là va être notre premier mode de communication. C'est celui qu'on va utiliser le plus naturellement possible. Moi, par exemple, je suis très visuel et très auditif. Mais c'était le visuel qui s'est manifesté à moi en premier lieu. Donc, j'avais beaucoup de perception visuelle. Donc, ça peut être avantageux, puis en même temps, ça peut ne pas l'être parce que les images parlent par elles-mêmes quelquefois, et des fois, on peut négliger le processus de décodage intuitif de cette façon-là. Donc, ça, c'est une première chose. Il faut vraiment bien comprendre c'est quoi mon mode de communication principal, visuel, auditif ou sensitif. Dans des cas plus rares, ça peut être gustatif et l'odorat aussi qui peuvent jouer. Donc, ça, c'est une première chose. Quand tu dis n'arrive pas toujours, est-ce que tu fais bien les protocoles de pratique d'enracinement, de processus de lumière qui se manifeste au niveau du cœur, et cette lumière-là, quelque part, qui ensuite va se diriger vers la région concernée. Et que quand la lumière va aller dans la région concernée, il va y avoir donc une apparition de manifestations visuelles, auditives ou sensitives. Alors, ça, c'est un autre élément qu'il faut bien comprendre, que quand je mets de la lumière dans une région de mon corps, je dois voir, entendre ou ressentir. Et je dois prendre le temps de décrire ce que je vois, entends ou ressens, de le questionner et de le déprogrammer et de le soigner. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc, je veux dire que je ne vois pas systématiquement quelque chose à décrire. Moi, je me questionne quand tu me dis ça, Béatrice, parce qu'il me semble qu'on devrait toujours voir quelque chose quand on fait un processus intuitif. Voir quelque chose ou l'entendre ou le ressentir. C'est-à-dire que si moi, je mets de la lumière dans une région de mon corps, admettons dans mon pied,
ben il est normal qu'en mettant de la lumière dans mon pied, je sois capable de dire je ressens quelque chose, ou je vois quelque chose, ou j'entends quelque chose. Et si tu ne le fais pas, ben moi, je me dis finalement que tu n'es peut-être pas à l'écoute de ton corps. Tu n'es pas à l'écoute de ton corps et que tu cherches quelque chose d'autre que ce que ton corps te montre. Peut-être, par exemple, que tu te dis, ben moi, je voudrais avoir des images alors que je ressens des choses. Mais comme je veux voir des images, je ne ressens rien parce que je suis tellement focusé sur l'image que je ne suis pas attentif aux sensations qui sont présentes. Tu comprends, Béatrice? Je crois que c'est vraiment important de bien comprendre ça. Est-ce que mon manque de confiance en moi peut me faire barrage? Mais c'est certain que le manque de confiance, c'est une belle façon, à quelque part, de ne pas faire confiance aux perceptions. Tu sais, quand je dis la foi, moi, je pense que je l'ai dit en enseignement à quelques reprises, hein, que le processus intuitif, c'est avoir la foi en soi. La foi en soi, ça veut dire quoi? La foi en ce qui se passe en moi, c'est-à-dire au niveau visuel, au niveau des sensations, puis au niveau des mots. C'est-à-dire de faire confiance à mes perceptions intuitives, à mes perceptions subtiles, à mes perceptions qui ne sont pas objectives. Alors, quand je commence à faire confiance à ça, ben, je commence à comprendre que je suis vivant. Et quand je dis que je suis vivant, je ne suis pas vivant cérébralement uniquement, je suis vibrant dans mon corps, dans la réalité de mes perceptions intérieures qui sont en moi. Et ces perceptions intérieures-là, quelque part, ben, elles touchent la foi parce qu'elles me ramènent à l'idée de constater que dans mon corps, j'ai des outils d'introspection qui me permettent de confirmer que je suis vivant. Et que si je suis vivant, ben, je ne peux pas faire semblant de ne pas l'être. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que c'est la majorité des êtres humains, comment est-ce qu'ils vivent sur Terre? Ils vivent avec une tête et leur corps, ils en tiennent plus ou moins compte. Ils tiennent plus ou moins compte des sentiments, des images, des sensations, des mots qui peuvent se manifester à eux parce que la tête essaie de tout gérer. Hein, quand je dis, par exemple, ah, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, j'entends une voix qui me dit que je me déteste. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, cette voix-là qui sort de nous, c'est pas une entité. C'est simplement une expression émotionnelle d'une facette de soi qui a envie de nous communiquer quelque chose. C'est un messager. Un messager, ça veut dire quoi? C'est que toute manifestation qui se manifeste à moi, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive, c'est un messager. Un messager qui souhaite me communiquer quelque chose. Et que plus j'apprends le temps de communiquer avec le messager en question, plus j'apprends à en découvrir la raison d'être. Et la raison d'être me permet ensuite de faire un travail de déprogrammation et de soins. Alors, c'est tout ça quelque part qu'il faut apprendre à faire confiance. Et moi, je te dirais, Béatrice, euh, quand tu me dis je ne vois pas systématiquement quelque chose, tu utilises le mot je ne vois pas. Donc, déjà, j'aurais le goût de te poser, est-ce que tu ressens? Est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que tu te poses comme question, Béatrice, quand tu fais ça? Est-ce que tu peux me répondre? Non, c'est ça, parce que tu vois, la phrase que tu utilises, c'est le voix, puis ça veut donc dire que tu valorises l'image. Et c'est un problème qu'on rencontre tous un peu, hein, c'est-à-dire qu'on a identifié, nous, un mode de communication qu'on valorise. Dans ton cas, c'est l'image, le visuel. Et si le visuel ne se manifeste pas à toi, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Alors que finalement, l'auditif et le sensitif peuvent être d'autres façons de communication, d'autres moyens de communication qui peuvent être s'avérer tout aussi justes et peut-être même plus justes que le visuel. Et ça, il faut le comprendre, hein, il faut bien comprendre cette notion-là. Moi, je sais que je suis visuel, donc des fois, j'ai tendance peut-être à vous laisser croire que le processus intuitif doit se faire à travers un mode visuel, mais il peut se faire de bien d'autres façons que le visuel. Ça, c'est bien, bien important de le cerner et que la description de ce qu'on voit, entend et ressent va nous permettre d'arriver au questionnement qui va nous permettre donc de questionner la perception et de voir, entendre et ressentir comment la région en question va interagir avec nous pour permettre cet échange, cette communication à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ça clarifie, si tu as d'autres questions, Béatrice, ou d'autres personnes dans la salle, si vous auriez d'autres questions concernant donc la pratique. Quand tu disais d'imaginer des bras sortir de ton cœur pour entourer la personne, moi j'imagine que des faisceaux de lumière sortent de mon cœur, de mes mains et entourent la personne afin de la prendre dans ses bras. Mhm. Tu sais, c'est là où on tombe dans quelque chose de l'ordre du confort. Le confort, quelque part, c'est. Moi, j'utilise le mot imaginer des bras sortir de son cœur parce que c'est très concret.
c'est très tangible et ça met bien en évidence cette notion d'accueillir quelqu'un et de l'amener dans son cœur. On peut très bien le faire, évidemment, comme tu le dis, avec des faisceaux de lumière. L'idée de base reste la même. C'est que ces deux bras, comme deux lumières, hein, qui vont s'extérioriser du cœur pour prendre dans les bras l'énergie en question et l'amener dans notre cœur. Donc, dans ce sens-là, c'est possible aussi d'utiliser une autre façon de travailler, comme celle que tu viens de me décrire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'important, évidemment, c'est beaucoup plus important. Ça, c'est la technique. On tombe là, on est vraiment en train de parler de la technique, tu vois. Maintenant, la technique, elle n'a aucun sens. Aucun sens. Elle n'a aucun sens si on n'est pas dans un processus intuitif. Le processus intuitif, c'est que si je le fais et que je suis attentif à comment mon partenaire réagit au fait que j'imagine des faisceaux de lumière sur mon cœur et que je l'entoure puis je l'amène en moi, ben quelque part, si je le fais d'une façon non consciente, c'est un peu comme si je n'étais pas attentif à l'autre. Alors, c'est certain que c'est là que c'est bien, bien important de reconnaître à quelque part que c'est un processus intuitif. Et ça touche quoi? Ça veut dire un processus vivant aussi. Un processus vivant, c'est pas une technique. Une technique, c'est quelque chose qui est mort. Une technique, c'est A, B, C, D, E. On la fait toujours la même chose, c'est toujours la même chose, et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. On n'est pas dans un processus vivant. Le processus vivant, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que moi, je peux prendre dans mes bras une partenaire qui est devant moi, puis mon partenaire peut me dire non, je n'irai pas. Et là, je suis obligé quelque part donc de tenir compte de la réalité de ce qu'il me témoigne pour m'ajuster à lui. Alors, vous voyez, c'est ça un peu la beauté de la chose. Oui, mais c'est là que c'est intéressant, cette résistance-là, elle devient quelque part un messager. Tout comme quand je mets de l'énergie à mon genou, que je vois donc des perturbations à mon genou qui sont des résistances, hein, des inconforts, etc. C'est le même principe. Donc, ces résistances-là sont des messagers. Il ne faut surtout pas rester sur l'idée, c'est une résistance. Ah, j'ai vu que tu résistais. OK? Mais pourquoi tu résistais? Si on a bien fait notre travail, dans le travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins, on va être capable de reconnaître que la personne qui était là, euh, l'apparente résistance était reliée à des demandes et des besoins qui sont derrière, qui sont chez elle. Par exemple, je peux percevoir une résistance, mais la résistance, elle est là. Pourquoi? Mais parce qu'elle a envie d'être reconnue, cette personne-là. Donc, quand on lui dit que tu as envie d'être reconnu, on n'est pas en train de lui dire que tu résistes. On est en train de dire tu dois apprendre à assumer ce besoin de reconnaissance que tu as envers les gens parce qu'effectivement, tu as tendance à ne pas tenir compte de ce besoin de reconnaissance-là, et ce qui fait que tu peux facilement te laisser emporter par les autres. Hein, les autres peuvent te dire un peu ce que tu dois faire, puis tu vas te laisser un petit peu emporter là-dedans, et tu vas négliger quelque part ton besoin, toi, de te reconnaître. Et vous voyez, alors c'est déjà différent cette façon de faire-là. On n'est pas en train de parler d'une résistance, on n'est pas en train de parler d'un problème, on est en train de parler d'une solution. Et ça, c'est bien important, et c'est là que la déprogrammation de la mémoire cellulaire devient une technique de phare pour ça, parce qu'elle nous fait comprendre que la résistance est là pour nous transmettre quelque chose et que la déprogrammation va nous donner l'opportunité de comprendre le potentiel évolutif de la personne. Et c'est là qu'on va pouvoir témoigner en mots de ce potentiel-là pour aider notre partenaire à devenir conscient des ressources évolutives qui sont en lui pour ne pas qu'il reste prisonnier de l'aspect plus limitatif qui est en lui à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? Bienvenue. Donc voilà, alors s'il y a d'autres questions, ce serait le moment de les poser. OK, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont présentes. S'il y en a, ben, ça serait le moment de les poser. Donc, voilà, ben, une autre. Est-il toujours nécessaire de mettre en plan un plan d'action avec le partenaire à la fin d'une consultation? C'est une question qui est intéressante. C'est une question intéressante, mais en même temps, je dirais qu'il n'y a rien de nécessaire absolument. OK? Dans un processus comme celui-là, qu'est-ce qui est intéressant dans le plan d'action? Puis c'est là qu'il faut effectivement bien évaluer l'intérêt de le faire, parce que si une personne me dit, ben moi, le plan d'action me fait peur, ou moi, le plan d'action que tu me demandes de faire, je me sens pas capable de le faire, ou ça peut être plein d'éléments qui vont amener notre partenaire à nous dire, ben moi, je ne reviendrai pas te voir parce que tu me demandes un plan d'action, je ne suis pas capable de le faire. Donc ça, il faut faire attention, évidemment. Le plan d'action peut
peut faire peur à un partenaire, il peut se sentir incapable de répondre à ça et il pourrait ne pas donc vouloir poursuivre une démarche thérapeutique avec nous. Donc, le plan d'action n'est pas essentiel. Mais le plan d'action est lié au fait que si notre partenaire nous quitte et qu'on ne lui donne pas un plan d'action, ben, ça veut donc dire que notre partenaire, ben, lui, à quelque part, il n'y a rien à faire de spécial. Donc, un plan d'action, ça peut être quelque chose comme, par exemple, de dire, ben, je te proposerais, moi, que chaque jour, tu prennes le temps de te poser 5 minutes par jour, par exemple. Ça, c'est un plan d'action. C'est un plan d'action qui n'est pas nécessairement relié à une démarche intuitive, mais qui est relié à un constat. On prend conscience que cette personne-là, ça pourrait être bon pour elle de s'arrêter 5 minutes parce qu'elle est toujours agitée, par exemple. Alors, ça pourrait être une façon, c'est un plan d'action qui serait, ce qui est intéressant dans le plan d'action, c'est d'engager notre partenaire, de lui donner l'opportunité de faire quelque chose régulièrement et qu'il ne soit pas passif dans une démarche thérapeutique, qu'il ne revienne pas dans une semaine plus tard en nous disant, puis qu'on lui demande comment est-ce qu'il va, puis qu'il nous dise, ben finalement, il ne sait pas trop, il n'a pas eu le temps de se poser, il n'a pas eu le temps de réfléchir, puis qu'il nous remette entre les mains l'obligation de devoir lui dire où est-ce qu'il en est. Vous voyez, alors ça, c'est une forme de non-responsabilité qui peut en résulter, et je pense que ça peut être intéressant de mettre en place un plan d'action parce que le plan d'action engage notre partenaire et quand on va le revoir, on va lui demander, puis comment as-tu pu mettre en application le plan d'action, comment est-ce que ça a été, etc. Donc, il y a quelque chose qui peut nous permettre d'avoir une mesure de l'avancement de notre partenaire, puis à ce moment-là, ben, lui se sent engagé aussi avec lui-même dans une démarche thérapeutique, donc ça peut être intéressant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question à Béatrice, mais ce n'est pas tout le temps essentiel, évidemment, comme je viens de le dire. Surtout chez les gens qui commencent et qui ont vraiment qui ont une forme de relation un peu de dépendance avec nous. C'est-à-dire qu'au début, les gens, quelque part, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous? C'est qu'on fasse tout pour eux. C'est-à-dire qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils sont et qu'on les aide à se sentir mieux par des soins énergétiques, etc. Donc ça, c'est la phase maternelle que j'appelle, c'est-à-dire les gens ont besoin de moi et ils n'ont pas besoin quelque part, ils veulent rien ils veulent ils veulent être irresponsables. Ils sont un peu comme des enfants qu'il faut nourrir. Puis à un moment donné, cet enfant-là qui va arriver à une étape où il va se sentir plus solide, plus fort. Et là, il va peut-être avoir envie de s'engager, de faire des actions, de faire une démarche. Et c'est là que le plan d'action devient souvent très intéressant à mettre en place pour quelqu'un comme ça. Donc, ça va? Est-ce qu'il y aura autre chose avant de terminer? OK, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais vous remercier donc pour la participation, les questions qui ont été intéressantes, qui ont été posées. J'espère que ça vous a plu. Ça va être enregistré, c'est enregistré présentement, donc vous allez pouvoir, si vous avez envie de revenir sur le webinaire, vous pouvez aller sur la page YouTube Pleine Conscience Intuitive et vous allez retrouver le webinaire, l'enregistrement du webinaire euh, sur la page YouTube Pleine Conscience Intuitive et vous pourrez le visionner à votre guise si vous en avez envie, tout comme les autres webinaires qui se retrouvent là. Et vous pouvez aussi, si vous faites playlist dans la page YouTube, vous allez voir qu'il y a une section qui s'appelle webinaire. Donc, tous les webinaires se retrouvent dans cette section-là. Donc, vous avez beaucoup de conférences, vous avez beaucoup de questions et réponses, vous avez plein de choses. Mais si vous voulez vraiment les webinaires, vous pouvez les identifier dans la playlist comme webinaire. Vous allez voir, si vous faites playlist, qu'il y a une section qui s'appelle webinaire. Et là, vous pouvez visionner chacun d'eux selon votre intérêt. Donc, voilà. Alors, je vous remercie pour votre participation. Donc, je vais vous dire à très bientôt. Puis, je te téléphoner prochainement pour le stage en Suisse. Bien sûr que tu peux le faire. Je ne sais pas de qui il s'agit en passant parce que c'est marqué Sylvain Bélanger-Fort, donc je ne sais pas. Alors oui, bien sûr, tu pourras me communiquer quand tu souhaiteras pour aller un peu plus loin par rapport au stage en Suisse. Ah, Sandra, d'accord, ok. C'est très bien. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée pour les gens d'Europe et puis une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Au revoir à tous. Passez une belle fin de soirée. Au revoir.